Tu as déjà quitté une conversation en te sentant vidé, manipulé, sans comprendre pourquoi. Tu repasses la scène dans ta tête encore et encore. Les mots semblaient normaux, le ton était poli, et pourtant quelque chose t'a atteint en profondeur, comme un poison invisible qui s'est infiltré sous ta peau pendant que tu cherchais à comprendre ce qui se passait. Tu te dis que tu exagères, que c'est dans ta tête, que tu es trop sensible. Mais non, ce n'est pas dans ta tête, c'est dans leur corps. Le problème, c'est pas ce qu'ils ont dit, c'est ce que leur corps a fait, et tu n'as rien vu venir. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, ce sont 7 signaux corporels précis, scientifiquement documentés, que les personnes toxiques émettent sans même s'en rendre compte. Des signaux que la plupart des gens ignorent complètement parce qu'on nous a appris à écouter les mots, jamais le corps. Mais les mots mentent. Le corps, lui, ne sait pas mentir, pas longtemps, pas complètement. Et quand tu sauras lire ces signaux, tu ne verras plus jamais les gens de la même façon, tu verras derrière le masque, avant qu'ils aient le temps de te détruire. Reste jusqu'à la fin parce que le 7e signal est celui que personne ne voit venir. Et c'est le plus dangereux de tous. Signal numéro 1. Le sourire qui ne monte pas aux yeux. C'est le premier masque, le plus courant, et probablement le plus difficile à détecter quand on ne sait pas exactement où regarder. Quand quelqu'un sourit sincèrement, ce n'est pas seulement la bouche qui bouge. C'est tout le visage qui s'anime. Les joues remontent naturellement, les yeux se plissent, de petites rides se forment au coin des paupières comme des pattes doigts. Ce sourire-là, les scientifiques l'appellent le sourire de Duchenne, du nom du neurologue français Guillaume Duchenne de Boulogne, qu'il a découvert au XIXe siècle en étudiant l'anatomie des expressions faciales. Duchenne de Boulogne a passé des années à étudier les muscles du visage humain avec des techniques de stimulation électrique. Il a découvert quelque chose de fondamental, le sourire authentique active un muscle qu'on ne peut pas contrôler volontairement. Le muscle orbiculaire de l'œil, celui qui plisse les paupières et crée ses rides naturelles autour des yeux. Ce muscle-là, il ne répond pas aux commandes conscientes de notre cerveau. Il ne s'active que sous l'effet d'une émotion réelle, d'une joie sincère. C'est pour ça que les acteurs de génie sont si rares et si précieux. Parce que simuler un vrai sourire, c'est neurologiquement presque impossible. Ton cerveau conscient n'a tout simplement pas accès à cette commande. Maintenant, pense aux personnes toxiques que tu as croisées dans ta vie. Leur sourire, rappelle-toi bien, la bouche souriait, oui, peut-être même de manière charmante, séduisante, mais les yeux restaient froids, fixes, calculateurs. Le psychologue Paul Ekman, qui a consacré toute sa carrière à l'étude des micro-expressions faciales et qui a inspiré la série Lie to Me, appelle ça le sourire social. Un sourire fabriqué consciemment, destiné à te mettre en confiance, à baisser ta garde, à désarmer ta vigilance. Un sourire qui dit avec la bouche « Je suis ton ami ». Pendant que les yeux disent silencieusement « Je suis en train de t'évaluer comme une proie potentielle ». Carl Gustav Jung, le fondateur de la psychologie analytique, parlait de la persona. Ce masque social que nous portons tous pour naviguer dans le monde, pour être acceptés, pour fonctionner en société. Mais chez la personne toxique, la persona n'est pas un outil d'adaptation sociale. C'est une arme offensive. Le sourire devient un bouclier impénétrable qui cache l'intention réelle derrière une façade de bienveillance. Et ce sourire, il est tellement répété, tellement rodé, tellement perfectionné au fil des années de manipulation, qu'il en devient parfait en surface. Trop parfait, trop lisse. C'est d'ailleurs exactement ce qui devrait t'alerter immédiatement. Un sourire trop parfait, trop rapide, trop symétrique, trop calibré, c'est un sourire construit, pas ressenti. Alors comment te protéger concrètement? La technique est simple mais elle demande de la discipline et de la pratique quotidienne. Quand quelqu'un te sourit, ne regarde pas la bouche, regarde le haut du visage, uniquement le haut du visage. Les yeux se plissent-ils naturellement? Les pommettes remontent-elles? Y a-t-il ces petites pattes doigts naturelles au coin des yeux? Ces rides qui ne se fabriquent pas? Si oui, le sourire est sincère. Tu peux baisser la garde. Si les yeux restent grands ouverts, fixes, avec cette lueur froide qui ne correspond pas à la chaleur de la bouche, alors tu sais que ce sourire n'est qu'un outil de manipulation. Et la personne en face de toi porte un masque. Retiens ça, toujours regarder les yeux, jamais la bouche. Signal numéro 2, l'invasion territoriale calculée. Chaque être humain possède une bulle invisible autour de lui. Un espace personnel sacré dont la taille varie selon les cultures, les contextes sociaux et surtout la relation qu'on entretient avec l'autre personne. L'anthropologue américain Edward T. Hall a défini 4 zones proxémiques distinctes dans ses recherches pionnières. La zone intime, de 0 à 45 cm, réservée exclusivement aux proches et aux partenaires. La zone personnelle, de 45 cm à 1,20 m pour les amis. La zone sociale, d'1,20 m à 3,60 m pour les connaissances et les interactions professionnelles. Et la zone publique, au-delà de 3,60 m pour les inconnus. Les personnes toxiques ne respectent pas ces zones. Et ce n'est pas par accident, par maladresse sociale ou par ignorance culturelle. C'est par stratégie pure et délibérée.
Elle teste tes limites physiques avant de tester tes limites psychologiques. Toujours dans cet ordre. C'est une technique de domination aussi vieille que l'humanité elle-même, utilisée par les tyrans, les prédateurs sociaux et les manipulateurs de tout temps. Robert Greene, dans son livre Les 48 lois du pouvoir, en parle explicitement. Loi numéro 17. Maintenez les autres dans la terreur en cultivant une atmosphère d'imprévisibilité. L'invasion de ton espace personnel, c'est exactement ça, un acte calculé, délibéré, stratégique, pour te déstabiliser avant même que le combat psychologique ne commence. Observe comment ça se passe en pratique dans la vie quotidienne. D'abord, c'est subtil, presque imperceptible. Un pas de trop dans ta direction pendant une conversation banale. Une main qui touche ton épaule sans raison particulière. Un corps qui se penche un peu plus vers toi que la situation ne le justifie, puis ça s'intensifie progressivement, comme un test qui monte en puissance. La personne se rapproche encore, réduit la distance entre vous à un point où tu te sens obligé de reculer instinctivement. Et c'est exactement là que le piège se referme, parce que chaque fois que tu recules, tu lui cèdes du terrain, physiquement d'abord, psychologiquement ensuite, tu passes du mode action au mode réaction, tu ne mènes plus la danse. C'est elle qui décide du rythme, de la distance, de l'intensité, c'est elle qui mène. Le but profond de l'invasion territoriale n'est jamais la proximité physique en soi, c'est le contrôle psychologique. La personne toxique veut te forcer à réagir instinctivement, à perdre ta stabilité émotionnelle, à activer ton système de survie. Et ça fonctionne parce que la biologie est de son côté. Quand quelqu'un envahit ton espace personnel sans y être invité, ton système nerveux autonome déclenche immédiatement une réponse de stress. Ton cortisol monte en flèche, ton rythme cardiaque s'accélère, tes muscles se tendent. Tu te sens profondément mal à l'aise mais tu ne sais pas pourquoi, parce que la personne n'a rien dit de méchant, n'a fait aucun geste menaçant identifiable. C'est précisément le génie de cette technique. L'agression est entièrement physique et spatiale, mais invisible aux mots et aux analyses rationnelles. Alors comment reprendre le pouvoir face à cette technique? Première règle, ne recule jamais automatiquement. Quand quelqu'un entre dans ta zone de confort sans y être invité, reste planté là où tu es, ancré au sol. Les pieds fermement plantés, le corps stable, la respiration calme, tu ne bouges pas. Deuxième règle, nomme le comportement directement. Dis calmement, sans agressivité mais avec fermeté, tu es un peu trop proche là. C'est tout, pas d'explication, pas d'excuse, pas de justification, tu traces la ligne. Et ensuite, observe attentivement la réaction. Si la personne s'excuse sincèrement et recule naturellement, c'était probablement une maladresse innocente. Si elle sourit avec condescendance, insiste, minimise ta demande, ou te teste encore une fois dans les minutes qui suivent, alors tu viens de démasquer un manipulateur territorial. Sa réaction à ta limite te dira tout ce que tu as besoin de savoir. Signal numéro 3. Le regard fixe et le stare down. Le regard est probablement l'outil de communication non verbale le plus puissant dont dispose l'être humain. Bien avant l'apparition du langage articulé, il y a des centaines de milliers d'années, nos ancêtres communiquaient déjà par le regard. Dominance, soumission, désir, menace, alliance, tout passait par les yeux. Et les personnes toxiques le savent instinctivement. Elles ont compris de manière intuitive ce que la neuroscience moderne confirme avec précision. Un regard soutenu et intense active dans le cerveau du receveur exactement les mêmes zones neurologiques que la perception d'une menace physique directe. L'amygdale s'embrase, le mode survie s'enclenche. Il y a une différence fondamentale et cruciale entre un contact visuel sain et un regard prédateur. Le contact visuel normal entre deux personnes en conversation dure entre 3 et 5 secondes. Il est naturellement ponctué de clignements réguliers, de brefs détournements involontaires du regard et de retours naturels vers les yeux de l'autre. C'est un échange, une danse visuelle harmonieuse. Le regard prédateur, lui, est complètement différent. Il est fixe, continu, invasif, pénétrant. Il ne cligne pas, il ne se détourne pas. Il te traverse comme un scanner. Les profils de la triade noire, les narcissiques pathologiques, les machiavéliques purs et les psychopathes utilisent ce type de regard comme une arme silencieuse de domination absolue. Sans dire un mot, ils te soumettent. Sun Tzu écrivait « Il y a plus de 2500 ans dans l'art de la guerre, soumettre l'ennemi sans combattre est le sommet de l'habileté militaire. » C'est exactement ce que fait le stare down dans le domaine interpersonnel. Pas un mot n'est prononcé, pas un geste agressif n'est fait, juste un regard. Mais ce regard dit avec une clarté absolue « Je suis au-dessus de toi dans la hiérarchie. Je te contrôle, et tu ne peux rien y faire. » La plupart des gens capitulant immédiatement face à cette pression silencieuse, ils baissent les yeux en premier. Et dans le langage non verbal universel, baisser les yeux devant quelqu'un, c'est un signal de soumission aussi vieux que l'espèce humaine elle-même. Les primates, nos cousins biologiques, font exactement la même chose face au mâle dominant. C'est câblé dans notre biologie la plus profonde.
J'ai observé cette technique des dizaines de fois dans des contextes professionnels et personnels. En réunion d'entreprise, un manager toxique fixe un employé pendant que celui-ci présente son projet, sans jamais détourner le regard, sans jamais acquiescer, sans jamais donner le moindre feedback facial. L'employé commence à bégayer, à perdre le fil de ses idées, à s'excuser pour des choses qui ne nécessitent absolument aucune excuse. En couple, le partenaire manipulateur utilise le stare-down systématiquement quand tu oses exprimer un désaccord. Il te fixe en silence total, avec cette intensité glaciale qui dit sans prononcer un seul mot, « Continue, parle ». Tu es en train de creuser ta propre tombe avec chaque phrase que tu prononces. Et toi, face à ce mur de silence visuel, tu capitules, tu t'excuses. Tu abandonnes ta position, tu perds. La contre-technique est contre-intuitive, mais elle est redoutablement efficace quand tu la maîtrises. Quand quelqu'un essaie de te dominer par le regard, surtout ne fuis pas. Mais ne fixe pas non plus en retour avec agressivité, parce que ça escaladerait le conflit. Maintiens un regard calme, détendu, presque légèrement amusé. Comme si tu observais un enfant qui fait un caprice. Cligne des yeux à un rythme normal et naturel. Respire lentement et profondément. Et surtout, retiens cette règle absolue, ne baisse jamais les yeux en premier vers le bas. Si tu dois rompre le contact visuel, regarde sur le côté, horizontalement, jamais vers le bas. Regarder vers le bas, c'est le signal biologique universel de soumission depuis des millions d'années. Regarder sur le côté, c'est le signal de désintérêt et d'indifférence. Et le désintérêt calme, c'est la kryptonite absolue du manipulateur qui cherche à te dominer par le regard. Signal numéro 4. Le silence weaponisé. On croit généralement que la manipulation passe forcément par les mots. Par les arguments retournés avec habileté, les phrases volontairement ambiguës, les doubles sens savamment construits. Mais la forme la plus redoutable et la plus destructrice de manipulation ne produit absolument aucun son. C'est le silence. Pas le silence naturel et confortable, celui qui accompagne la réflexion profonde ou le repos partagé entre deux personnes qui se font confiance. Non. Un silence délibéré, stratégique, chirurgical, déployé comme une arme de précision juste après que tu as dit quelque chose. Tu termines ta phrase, tu attends une réponse. Et il n'y a rien, absolument rien, juste le vide, un vide qui pèse des tonnes. Ce silence calculé te force à faire quelque chose d'incroyablement destructeur pour toi-même, remplir le vide à tout prix. Tu commences par expliquer, puis par surexpliquer, puis par reformuler, puis par te justifier, puis par t'excuser pour des choses que tu n'as même pas besoin d'excuser. Et plus tu parles, plus tu donnes des munitions gratuites aux manipulateurs en face de toi. Chaque mot supplémentaire que tu prononces est une information précieuse que le manipulateur stocke dans sa mémoire, analyse froidement et utilisera contre toi au moment qui l'arrangera le plus. Robert Greene, dans sa 4e loi du pouvoir, une des lois les plus puissantes du livre, écrit « Dites toujours moins qu'il n'est nécessaire ». Les personnes toxiques n'ont pas seulement compris cette loi, elles l'ont maîtrisée, et elles la retournent systématiquement contre toi pour te pousser à te noyer dans tes propres mots. Le silence weaponisé, dans sa nature profonde, c'est du gaslighting passif dans sa forme la plus pure. Tu n'es pas attaqué directement, personne ne t'insulte ouvertement, personne ne te crie dessus. Personne ne t'accuse de quoi que ce soit avec des mots identifiables. Mais l'absence totale de réponse après que tu as parlé crée un doute insidieux qui ronge ta confiance de l'intérieur. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce que je suis déraisonnable? Est-ce que j'ai mérité ce traitement? Est-ce que je suis le problème? Le silence te pousse méthodiquement à questionner ta propre réalité, ton propre jugement, ta propre santé mentale. Et c'est exactement l'objectif visé, te faire douter profondément de toi-même sans jamais avoir prononcé un seul mot accusateur. L'arme parfaite, invisible, indétectable et dévastatrice. En thérapie clinique et en psychologie relationnelle, on appelle cette technique le traitement par le silence ou silent treatment en anglais. C'est officiellement classifié comme une forme de violence psychologique et d'abus émotionnel par les professionnels de la santé mentale. Et pourtant, c'est de loin la forme de violence la plus difficile à prouver, à nommer dans une conversation et surtout à combattre efficacement. Comment te plains-tu de quelqu'un qui ne fait littéralement rien? Comment accuses-tu quelqu'un qui n'a pas ouvert la bouche? C'est le génie pervers et machiavélique du silence weaponisé. L'agresseur peut toujours se retrancher confortablement derrière l'argument imparable « mais je n'ai rien dit, je n'ai rien fait ». Et techniquement c'est parfaitement vrai, il n'a rien dit, mais par son silence calculé, il a absolument tout fait. La parade est simple en théorie et radicale en pratique. Quand quelqu'un utilise le silence comme arme contre toi après que tu as parlé, ne remplis surtout pas le vide. Résiste à cette pulsion presque irrésistible de parler. Laisse le silence exister pleinement entre vous. Regarde la personne calmement, respire profondément et attends, pas avec anxiété, pas avec nervosité, avec une sérénité totale et assumée. Deviens toi aussi un maître du silence.
Et si la situation le permet, prononce une seule phrase, avec calme et douceur, « Prends ton temps, je ne suis pas du tout pressé ». Cette phrase unique détruit entièrement le mécanisme du silence weaponisé, parce qu'elle communique avec force que le silence ne te déstabilise absolument pas, que tu n'as besoin ni de remplir, ni d'expliquer, ni de te justifier, ni de t'excuser. Tu reprends le contrôle total de l'interaction sans même élever la voix. Signal numéro 5. Le langage corporel de triangulation. Celui-ci est particulièrement vicieux et difficile à identifier parce qu'il n'opère pas en tête-à-tête. Tu ne peux pas le détecter quand tu es seul avec la personne toxique. Tu le remarques uniquement quand il y a 3 personnes ou plus dans l'interaction. La triangulation, en psychologie clinique, c'est la technique par laquelle une personne toxique crée une dynamique de pouvoir asymétrique en utilisant délibérément une 3e personne comme levier, comme allié, comme arme contre toi. Et cette triangulation, bien avant d'être verbale et explicite, est d'abord et avant tout corporelle. Le corps triangule avant que les mots ne suivent. Regarde les pieds, c'est la toute première chose à observer dans n'importe quel groupe social. Les pieds ne mentent jamais. C'est la partie du corps la plus éloignée du cerveau conscient, et donc la moins contrôlée, la moins censurée, la plus honnête. Quand quelqu'un est réellement intéressé par toi et te considère comme important, ses pieds pointent naturellement dans ta direction. C'est un réflexe du système limbique, complètement hors du contrôle conscient et volontaire. La personne toxique, dans un contexte de groupe, va instinctivement orienter ses pieds vers les personnes qu'elle valorise, celles qu'elle veut impressionner, séduire ou contrôler. Et ses pieds seront systématiquement tournés loin de toi. C'est un signal d'exclusion et de rejet social que ton inconscient capte immédiatement et viscéralement, même si ton esprit conscient ne comprend pas encore pourquoi tu te sens si mal. Ensuite, après les pieds, observe les épaules. La personne toxique crée un mur invisible et impénétrable avec son corps. Ses épaules se ferment subtilement vers toi, se tournent de quelques degrés pour t'exclure physiquement du cercle de conversation. Elle parle activement aux autres, les regarde avec attention, rit chaleureusement avec eux, mais physiquement, millimètre par millimètre, elle construit une barrière corporelle entre toi et le reste du groupe. Et le plus cruel dans cette dynamique, c'est que si tu essaies de te repositionner, de changer de place, de t'insérer dans le cercle par un autre angle, elle ajuste immédiatement et inconsciemment son corps pour maintenir l'exclusion. C'est chirurgical, c'est calculé, c'est totalement invisible pour les observateurs extérieurs. Mais c'est absolument dévastateur pour toi qui le subis de l'intérieur. Le contact visuel constitue le 3e et dernier élément de la triangulation corporelle. Dans un groupe social sain et équilibré, le contact visuel circule naturellement et démocratiquement. Chacun regarde les autres à tour de rôle de manière fluide et inclusive. Dans un groupe infiltré par un triangulateur toxique, le contact visuel devient brutalement sélectif et exclusif. La personne toxique établit des contacts visuels chaleureux et prolongés avec tout le monde dans le cercle, sauf toi. Tu es systématiquement ignoré visuellement. Ou pire encore, elle établit un contact visuel complice et chargé de sous-entendus avec une personne spécifique tout en te regardant toi du coin de l'œil, comme pour dire silencieusement, on sait tous les deux de qui on parle ici. Et ceux qui ont, c'est toi qui en es la cible. Carl Gustav Jung appelait ce phénomène la projection de l'ombre. Quand une personne ne peut pas accepter, reconnaître ou intégrer ses propres parties sombres, ses défauts, ses faiblesses, ses hontes secrètes, elle les projette inconsciemment sur quelqu'un d'autre. Elle désigne un bouc émissaire. Et le corps traduit cette projection de manière flagrante bien avant que les mots ne suivent. La triangulation corporelle, dans sa dynamique profonde, c'est l'ombre jungienne en action dans le monde réel. Le manipulateur te désigne inconsciemment comme le réceptacle, le dépositaire de tout ce qu'il refuse en lui-même. Et le groupe, manipulé à son insu, devient complice involontaire de cette projection collective. C'est pour ça que la triangulation est si terriblement difficile à combattre. Tu ne te bats pas contre une seule personne, tu te bats contre une dynamique de groupe entière qui a été retournée contre toi sans que personne ne s'en rende compte. Signal numéro 6, les micro-touchés de contrôle. Le toucher est le sens le plus intime et le plus puissant dont dispose l'être humain. Plus intime que la vue, plus personnel que l'ouïe. Quand quelqu'un te touche physiquement, il franchit la dernière barrière de ton espace personnel, la barrière ultime. Et dans la grande majorité des cas, c'est un geste positif et bienvenu. Une poignée de main professionnelle, une accolade amicale, une tape fraternelle dans le dos entre amis. Mais entre les mains calculatrices d'une personne toxique, le toucher se transforme en un outil redoutable de marquage territorial. Exactement comme un animal qui marque son territoire avec ses phéromones pour signaler aux autres « cet espace est à moi ». Sauf que dans le cas du manipulateur humain, le territoire qu'il marque, ce n'est pas un espace géographique. C'est toi, ta personne, ton corps.
Les micro-touchés de contrôle ont des formes très spécifiques et reconnaissables quand tu sais quoi chercher. La main placée fermement dans le bas de ton dos pour te guider physiquement dans une direction que tu n'as pas choisie. La main qui attrape et serre ton poignet pendant qu'elle te parle, comme pour t'empêcher de partir. La main posée de manière possessive sur ton genou pendant une conversation de groupe, un geste qui dit aux autres « cette personne m'appartient ». Le bras passé lourdement autour de tes épaules de manière possessive et prolongée. Chacun de ces gestes, pris isolément et hors contexte, peut sembler parfaitement anodin, amical, voire affectueux aux yeux des observateurs. Mais quand ils sont systématiquement répétés, jamais sollicités par toi, et toujours initiés par la même personne dans des contextes où elle veut affirmer son contrôle, ils forment un schéma clair et indiscutable, un schéma de domination par le toucher. Les profils véritablement machiavéliques, ceux qui ont intégré la manipulation comme mode de vie, utilisent le toucher pour envoyer un message silencieux mais parfaitement clair à tout leur entourage social. Ce message, c'est « cette personne est à moi, je la contrôle, elle m'obéit, n'essayez même pas ». Observe attentivement lors d'un dîner entre amis ou en famille comment certaines personnes touchent systématiquement leur partenaire devant les autres convives. Ce n'est pas de l'affection spontanée, c'est de l'affichage territorial public, comme un drapeau planté ostensiblement au sommet d'un territoire conquis par la force. Le manipulateur ne te touche pas parce qu'il t'aime ou parce qu'il a besoin de contact physique. Il te touche précisément parce que les autres regardent et qu'il veut leur montrer son pouvoir sur toi. La contre-technique pour les micro-touchés de contrôle est l'une des plus révélatrices et des plus diagnostiques de toute cette vidéo. Quand quelqu'un te touche de manière non sollicitée et que tu suspectes un toucher de contrôle plutôt qu'un geste amical, fais une chose extrêmement simple, recule d'un pas, un seul pas physiquement, pas de manière agressive ou dramatique, pas en faisant une scène, juste un pas en arrière naturel, fluide, décontracté. Et puis, observe attentivement la réaction de l'autre personne dans les 3 secondes qui suivent. C'est dans cette fenêtre de 3 secondes que la vérité se révèle. Si la personne est réellement bienveillante, elle ne remarquera même pas ton mouvement de recul. Elle continuera la conversation normalement. Si c'est un toucher de contrôle territorial, tu verras quelque chose de très spécifique et impossible à falsifier, une micro-expression d'irritation, un éclair de colère froide dans les yeux, un pincement de lèvres involontaire. Parce que tu viens de retirer le drapeau qu'elle avait soigneusement planté dans son territoire. Et ça, le manipulateur ne le supporte pas. Signal numéro 7. Le dernier, est de loin le plus insidieux, le plus dangereux, le plus difficile à détecter de tous. Le mirroring toxique, c'est celui qui te fait croire sincèrement que tu as enfin trouvé quelqu'un qui te comprend vraiment, profondément, authentiquement, quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que toi. Le mirroring, en psychologie comportementale, c'est le phénomène par lequel une personne copie inconsciemment ta posture, ton rythme de parole, tes expressions faciales, tes gestes, et même ton vocabulaire et tes tournures de phrases. C'est un phénomène parfaitement naturel et sain entre deux personnes qui s'apprécient sincèrement et mutuellement. Quand deux amis proches ou deux amoureux passent du temps ensemble, ils se synchronisent naturellement sur tous les plans. C'est un signe magnifique de connexion authentique et d'harmonie relationnelle. Mais le manipulateur pathologique, lui, utilise le mirroring comme une arme de séduction massive. C'est du love bombing non-verbal dans sa forme la plus pure et la plus efficace. Au lieu de te couvrir de compliments excessifs et de cadeaux ostentatoires, il te couvre de toi-même. Il devient littéralement ton reflet ambulant. Et rien au monde n'est plus séduisant, plus envoûtant, plus addictif que son propre reflet renvoyé par quelqu'un d'autre. C'est le mythe de Narcisse transposé dans la psychologie moderne, littéralement. Tu tombes amoureux de ta propre image, de tes propres valeurs, de ta propre personnalité, renvoyée fidèlement par un miroir humain. Et cette personne miroir n'est en réalité qu'une surface réfléchissante vide. Derrière la façade parfaite, il n'y a absolument rien, pas d'empathie réelle, pas de connexion authentique, pas de sentiment véritable. Juste un scanner froid qui a analysé méthodiquement tes patterns comportementaux et qui les reproduit avec une précision chirurgicale. La recherche scientifique en psychologie clinique sur les psychopathes a documenté ce phénomène de mirroring artificiel de manière extrêmement troublante. Le docteur Robert Hart, professeur émérite de psychologie criminelle et créateur de la PCLR, l'échelle de mesure de la psychopathie la plus utilisée et la plus validée scientifiquement au monde, a décrit avec une précision glaçante comment les psychopathes sont capables de mimer parfaitement toutes les émotions humaines sans jamais les ressentir réellement. Ils observent, ils analysent, ils décodent et ils reproduisent, comme un acteur extraordinairement talentueux qui joue le rôle de sa vie en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Sauf que l'acteur normal, lui, finit par rentrer chez lui et retirer son costume après la représentation. Le psychopathe, lui, ne quitte jamais la scène. Parce que la scène, c'est sa vie entière. Tu as probablement déjà vécu ça dans ta propre vie, peut-être sans le savoir à l'époque. Une nouvelle rencontre amicale ou amoureuse, et tout semble magiquement trop parfait dès les premières interactions. Cette personne aime exactement les mêmes choses que toi, a exactement les mêmes valeurs, les mêmes opinions, les mêmes passions obscures. Elle parle comme toi, elle s'assoit exactement comme toi, elle utilise les mêmes expressions et les mêmes références culturelles. Tu te sens compris, connecté, synchronisé comme jamais dans toute ta vie, tu baisses toutes tes défenses émotionnelles, l'une après l'autre, tu ouvres ton cœur complètement, et c'est exactement le plan depuis le début. Le mirroring toxique est le piège le plus élégant et le plus pervers qui existe dans l'arsenal du manipulateur, parce que l'appât irrésistible qui est accroché à l'hameçon, c'est toi-même. Le signe le plus révélateur et le plus diagnostique du mirroring toxique, c'est ce qui se passe quand il s'arrête, et il s'arrête toujours, inévitablement, sans exception. Parce que le mirroring artificiel demande une quantité énorme d'énergie cognitive et d'attention constante. C'est un effort conscient épuisant, pas un processus naturel et fluide. Et dès que le manipulateur a obtenu ce qu'il voulait de toi, que ce soit ta confiance aveugle, ton attachement émotionnel, ton engagement dans la relation, ton investissement financier ou n'importe quelle autre ressource, le mirroring cesse, brutalement, sans transition, sans explication. Du jour au lendemain, la personne qui semblait te comprendre mieux que quiconque ne te comprend soudainement plus du tout. Celle qui parlait exactement comme toi ne parle plus du tout comme toi. Le reflet familier et rassurant disparaît complètement du miroir, et tu te retrouves face à un parfait étranger que tu ne reconnais absolument pas. Et cette dissonance entre ce que tu croyais et ce que tu vois maintenant est l'une des expériences les plus déstabilisantes et les plus douloureuses qu'un être humain puisse vivre. Comment détecter le mirroring toxique avant qu'il ne soit trop tard et que le piège ne se referme sur toi? Il y a 2 alertes majeures auxquelles tu dois être attentif en permanence. Première alerte, la vitesse. Le mirroring naturel entre 2 personnes qui développent une vraie connexion se construit lentement, organiquement, sur des semaines ou des mois de relations progressives. C'est graduel, imparfait, spontané. Le mirroring toxique, lui, est immédiat et fulgurant. Dès la première ou la deuxième rencontre à peine, la personne semble déjà être ton clone parfait, comme si elle te connaissait depuis toujours. C'est impossible naturellement. Deuxième alerte, la perfection suspecte. Le mirroring naturel est toujours imparfait, partiel, sélectif, inconscient. Tu partages certaines choses mais pas tout. Le mirroring toxique est trop complet, trop précis, trop systématique, trop exhaustif pour être naturel. Si quelqu'un te ressemble trop vite, sur trop de points en même temps, ce n'est absolument pas de la compatibilité exceptionnelle, c'est de la copie délibérée. Et la copie, c'est le premier acte de la manipulation, 7 signaux. Cette arme silencieuse que les personnes toxiques déploient chaque jour contre des millions de personnes à travers le monde qui ne les voient tout simplement pas. Le sourire glacial qui ne monte pas aux yeux, cette façade émotionnelle parfaite que le neurologue Duchesne a percée à jour il y a plus d'1 siècle. L'invasion territoriale calculée, cette danse de domination spatiale que Robert Greene a codifiée comme stratégie de pouvoir. Le regard prédateur fixe et impitoyable, cette soumission psychologique sans combat que Sun Tzu lui-même aurait reconnu et admiré comme l'art suprême de la guerre. Le silence weaponisé, cette arme invisible et indétectable qui te pousse à te détruire toi-même avec tes propres mots. La triangulation corporelle, cette exclusion sociale chirurgicale et invisible que Carl Jung aurait directement reliée à la projection de l'ombre collective. Les micro-touchés de contrôle, ce marquage territorial du corps humain digne des stratèges les plus machiavéliques de l'histoire. Et enfin le mirroring toxique, ce piège narcissique suprême ou l'appât fatal, c'est ton propre reflet, ta propre identité retournée contre toi. Ces 7 signaux ont un point commun fondamental et terrifiant. Ils opèrent tous en dessous du radar de ta conscience analytique. Ils passent sous les mots, sous la logique rationnelle, sous les arguments intellectuels. Ils parlent directement et sans filtre à ton système nerveux autonome, à tes émotions les plus primitives. Et c'est précisément pour ça qu'ils sont si incroyablement dangereux et si difficiles à contrer. Alors retiens cette phrase comme un mantra de protection, grave-la dans ta mémoire de manière permanente. Fais confiance au corps, pas aux mots. Les mots sont le territoire naturel du manipulateur. Il les maîtrise, il les tord, il les retourne, il les vide de leur sens pour les remplir du sien. Mais le corps humain parle une langue ancienne et primordiale qu'il ne peut pas entièrement contrôler, malgré tous ses efforts. Les micro-expressions authentiques durent un 25e de seconde et échappent à la volonté consciente.
Les orientations instinctives des pieds échappent totalement au contrôle cognitif. Le muscle orbiculaire de l'œil ne répond absolument pas aux commandes volontaires du cerveau. Le corps trahit inévitablement ce que l'esprit manipulateur essaie désespérément de cacher. Toujours, sans exception. À partir de maintenant et pour le reste de ta vie, tu ne verras plus les interactions sociales de la même façon. Chaque sourire que tu recevras sera analysé avec discernement. Chaque regard que tu croiseras sera décodé consciemment. Chaque silence que tu subiras sera compris pour ce qu'il est réellement. Chaque toucher non sollicité sera évalué avec lucidité. Tu auras désormais un avantage considérable que 99% des gens autour de toi n'ont tout simplement pas. La capacité extraordinaire de lire ce qui se passe vraiment, en temps réel, derrière le masque social que les gens portent. Et cet avantage, c'est ta meilleure et ta plus puissante protection contre toutes les personnes qui voudraient te contrôler, te manipuler, t'exploiter ou te détruire. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur des choses que tu ressentais profondément sans jamais pouvoir les nommer, abonne-toi à l'Esprit Noir. Chaque semaine, on décrypte ensemble les mécanismes cachés de la psychologie humaine les plus sombres et les plus fascinants. On explore les zones d'ombre que personne d'autre n'ose regarder en face. Et on te donne les outils concrets pour ne plus jamais être la proie de personne. Active la cloche de notification pour ne rien manquer. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu veux protéger. Et n'oublie jamais cette vérité fondamentale, le plus grand pouvoir au monde, c'est de voir clairement ce que les autres ne voient pas, l'Esprit Noir.